Le sujet est assez délicat. Le titre c'est Le sionisme, conflit idéologique de notre temps, point d'interrogation. La tragédie du peuple de Palestine est que leur pays a été donné par une puissance étrangère à un autre peuple afin d'y créer un nouvel État. Le résultat en a été que des centaines de milliers d'innocents sont devenus des réfugiés. Avec chaque nouveau conflit, leur nombre n'a fait qu'augmenter. Combien de temps encore le monde acceptera-t-il le spectacle de cette cruauté indécente? Il est évidemment clair que les réfugiés ont tous les droits au pays dont ils ont été chassés et que la négation de ce droit est à la base du conflit actuel. Aucun peuple, nulle part dans le monde, n'accepterait d'être expulsé en masse de leur propre pays. Comment quiconque peut-il exiger du peuple de Palestine d'accepter une punition que personne d'autre ne tolérerait? L'installation permanente des réfugiés dans leurs terres est un ingrédient essentiel d'un véritable règlement du conflit du Moyen-Orient. Alors cette phrase ressemble très fort, si vous voulez, aux déclarations considérées comme incendiaires d'Ahmadinejad, mais cette phrase est en fait de Bertrand Russell. Et c'est le dernier texte de Bertrand Russell qu'il a écrit le 31 janvier 1970, et il est mort le 2 février, et le texte a été lu au Caire le 3 février. Et je pense que ce texte est un texte qui est, enfin personnellement je pense qu'il est juste, mais il est aussi choquant parce qu'il est inhabituel, on ne dit plus ça, plus personne ne dit cela. Mais je peux trouver un autre texte qui vous étonnera, enfin là je veux dire tout de suite de qui il s'agit. C'est dans un livre qui s'appelle Le paradoxe juif de Naum Goldman. Naum Goldman parle avec David Ben-Gurion. Ben-Gurion dit à Goldman « Je ne comprends pas votre optimisme. Pourquoi est-ce que les Arabes feraient la paix? Si j'étais un dirigeant arabe, je ne ferais jamais la paix avec Israël. C'est naturel, nous avons pris leur pays. Bien sûr, Dieu nous l'a promis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Leur Dieu n'est pas le nôtre. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, les Auschwitz, mais est-ce que c'était leur faute? Ils ne voient qu'une chose. Nous sommes venus ici et nous avons volé leur pays. Pourquoi devraient-ils accepter cela? Peut-être qu'ils oublieront dans 1 ou 2 générations, mais pour le moment, il n'y a aucune possibilité. Aussi, c'est simple, nous devons rester fermes, nous devons rester forts et avoir une armée puissante. Ça, c'est notre politique. Sinon, les Arabes nous chasseront. Et alors, il dit, dit Naum Goldman, mais comment pouvez-vous dormir avec cette idée en tête et être Premier ministre d'Israël en même temps? Et il a répondu, qui vous dit que je dors? Ça, c'est la partie du conflit qui, à mon avis, n'est jamais rappelée parce que dans le discours dominant aujourd'hui, on parle toujours des territoires occupés, de la création d'un État, du retour aux frontières de 67, etc. Mais la réalité et la radicalité du conflit a à voir, à mon avis, avec les principes sur lesquels l'État d'Israël est fondé. Et j'ai assez discuté avec des gens qui sympathisent avec les Palestiniens pour être assez convaincu que c'est bien ça le problème, comme le voyait d'ailleurs Ben-Gurion et comme le voyait Bertrand Russell. C'est-à-dire qu'on a dit au peuple de Palestine, vous n'avez pas le droit d'être sur cette terre est à nous parce que nous sommes juifs, soit parce que la Bible nous l'a donné, donc on a fait de Dieu un espèce de notaire, de super notaire, soit parce que il y a eu l'Holocauste, il y a eu Auschwitz, etc. Nous avons souffert et donc nous devons nous installer ici. Alors j'ai écrit dans le temps une parodie, une histoire, j'espère qu'elle ne choquera personne, mais que j'ai écrite à la préface d'un livre de Finkelstein, où je dis, imaginons que l'Afrique soit beaucoup plus puissante que l'Europe, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, etc. Et les Africains décident de résoudre ce qu'ils appellent le problème Tutsi. Les Tutsis ont été massacrés, il y a eu plusieurs massacres Tutsis dans l'histoire, récemment en 1994, etc. Et ils décident d'installer les Tutsis en Île-de-France.
Et petit à petit, les Tutsis arrivent avec armes et bagages, ils s'installent en Île-de-France, ils en chassent les habitants, ils disent « la France est vaste, pourquoi ils ne vont pas s'installer ailleurs ?» etc. Petit à petit, ils installent et ils créent un État Tutsi, ici, en Île-de-France. Et alors, évidemment, les peuples de France, d'Europe, etc., essayent de se battre contre cet État, n'acceptent pas, il y a des guerres, il y a des attentats, il y a tout ce que vous voulez. Mais comme ils sont beaucoup plus faibles, comme l'Europe est beaucoup plus faible que l'Afrique, ces guerres ne permettent qu'à l'État Tutsi de s'agrandir. Et alors, si vous imaginez ce problème-là, vous direz, est-ce que vraiment le premier problème qu'on se poserait, c'est de garantir les frontières de l'État Tutsi? Est-ce que la première chose qu'on dirait, c'est de dire que l'État Tutsi doit vivre dans des frontières bien reconnues, garanties, etc. Ce qu'on dit sans arrêt en ce qui concerne Israël. Vous prenez un autre exemple. Imaginez que demain, il y a un décret, une loi, qui dit que les Juifs ne peuvent pas s'installer à Nanterre. Ils ne peuvent pas venir à Nanterre. Évidemment, personne ne penserait à faire une loi pareille, ce serait un scandale, il y aura un tollé. Mais il y a mieux. Imaginez qui est ce tollé et qu'on leur réponde la chose suivante. On leur dit, Nanterre, vous avez vu Nanterre? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus beau en France? Vous pouvez aller à Versailles, vous pouvez faire du shopping à Paris, vous pouvez aller dans le Bordelais, vous pouvez aller à la Côte d'Azur, vous pouvez aller à Strasbourg, qui est une belle ville quand le temps n'y est pas. Pourquoi vous voulez absolument venir à Nanterre? Vous avez vu ce béton, ça? Pourquoi vous voulez absolument venir à Nanterre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on dit aux Palestiniens. On dit, regardez, Israël, c'est un tout petit pays de rien du tout, et puis le monde arabe, ça va de Rabat jusqu'à Damas ou à Bagdad, le monde musulman, ça va jusqu'en Indonésie. Pourquoi vous n'allez pas vous installer ailleurs? Pourquoi vous insistez pour venir en Palestine? Ça, c'est le discours qu'on entend régulièrement. Alors, un dernier exemple pour illustrer la source du problème, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Lieberman, il était hier à Paris. C'est un type qui vient de Moldavie. Il vient de Moldavie, il s'installe en Palestine, et il dit aux gens qui sont là, et dont les ancêtres sont là depuis des siècles, qu'ils n'ont pas le droit d'être là, et qui n'ont aucune place dans leur pays où ils habitaient, où leurs ancêtres habitaient. Mais lui, il a le droit d'y être parce qu'il est juif. Et il vient de débarquer, et depuis qu'il est débarqué, alors au lieu de le considérer comme un fou, il est élu, il devient ministre, et il est reçu hier par le gouvernement français. Alors je tiens à insister, je ne veux pas devenir un apologiste de Le Pen ou quoi que ce soit, ou de Haider, mais vous ne trouverez pas quelque chose d'aussi choquant, à mon avis, chez Le Pen, en tout cas depuis la fin de la guerre d'Algérie, ou chez Haider, parce que Le Pen, Haider et l'extrême droite sont contre l'immigration venant en France. Mais Lieberman, c'est très différent. Lieberman, c'est comme si des Arabes venaient en France et disaient que les Français n'ont aucun droit d'être en France. C'est ça, Lieberman. Je pense que c'est différent. Je ne veux pas être contre l'immigration, mais je pense qu'il y a une différence entre des gens qui vivent quelque part et qui s'opposent à ce qu'il y ait des immigrés, et des gens qui immigrent quelque part et qui s'opposent à ce qu'il y ait des natives. D'accord? Je pense qu'il y a quand même une différence, une grande différence. Et si on veut maintenir la paix dans le monde, on ne peut pas accepter ce genre d'attitude, mais cette attitude est acceptée. Et donc, où que vous tourniez, vous voyez l'expression d'un déni d'humanité profond des Palestiniens. Mais l'humanité de ces gens est niée. Et là, vous vous trouvez dans une situation qui est tout à fait similaire à celle de l'apartheid, où les Noirs étaient peut-être pauvres, ils sont peut-être tout aussi pauvres aujourd'hui, je ne sais pas. Et ils étaient plus pauvres, et on leur disait d'ailleurs, on disait, mais ils sont encore plus pauvres dans les autres pays africains qu'en Afrique du Sud. Ce qui est peut-être vrai. Mais l'humanité même des gens était niée. Et le principe de l'apartheid était intolérable pour tous les Noirs partout dans le monde, y compris aux États-Unis, où ils étaient en moyenne moins pauvres qu'en Afrique, etc. Et parce que c'était un principe fondamental du respect de la dignité humaine. Or, l'assertion fondamentale qui veut que si vos grands-pères ont été chassés en 1948 en Palestine, vous ne pouvez pas revenir en Palestine. Mais si vous êtes né en Moldavie et vous êtes juif, vous pouvez vous y installer et devenir citoyen demain, député, ministre, etc. Ça, c'est une assertion tellement profondément raciste qu'elle est inacceptable par tous les Palestiniens et tous les gens qui s'identifient à eux, c'est-à-dire en pratique tous les Arabes, tous les musulmans et une bonne partie des populations du tiers-monde aujourd'hui. Et donc ça, c'est la nature du conflit. Et cette nature-là, elle remonte au principe sur lequel l'État a été établi.
Et chaque fois que vous passez à la télévision, chaque fois que vous passez dans un média, chaque fois que vous ouvrez la bouche sur Israël, la première chose qu'on vous demandera, c'est de reconnaître le droit d'Israël à l'existence. Pas le fait de l'existence d'Israël, qui est un fait bien établi, qui est protégé par des armes atomiques, par une armée très puissante, etc. Si vous dites, bon, ils sont là, on ne va pas les chasser, de toute façon, on n'a pas les moyens. Mais vous êtes obligé de reconnaître le droit. Or, reconnaître le droit, ce qu'on demande sans arrêt, c'est reconnaître la légitimité de ce qui s'est passé en 1948. Maintenant, quand je mets en question cette légitimité, si je pouvais le faire publiquement, le ciel me tomberait sur la tête. C'est évidemment cette légitimité-là que les gens mettent en question, c'est ça ce qu'il y a dans le discours d'Ahmadinejad à l'ONU, c'est ça ce qui fait se lever les Occidentaux et quitter la salle, parce qu'il dit c'est une solution qu'on a trouvée qui est profondément raciste, évidemment, vis-à-vis de gens comme ça, comme lui. Et donc, moi je ne prétends pas, je tiens à préciser ma position, avant, parce que pour être confondu avec celle d'autres personnes, mais je n'ai pas de solution au conflit. Je n'ai pas une solution à 2 États, je n'ai pas une solution à un État, simplement je veux observer la profondeur et la nature du conflit, la radicalité du conflit. Parce que beaucoup de gens parlent de processus de paix, de solution à 2 États, de retour aux frontières de 67. Moi, personnellement, je pense que tant qu'on parle de cela, on ne reconnaît pas la profondeur du conflit. Par exemple, récemment, on a demandé à Mahmoud Abbas, et c'est une des exigences que font régulièrement les Israéliens, de façon à ce qu'ils, parce qu'ils savent très bien que ces exigences ne seront pas acceptées, et donc ils voudraient bien, ils font chaque fois des exigences, ils disent, Mahmoud Abbas doit reconnaître le caractère juif d'Israël. Et Mahmoud Abbas a dit, ils peuvent appeler leur pays comme ils veulent, mais moi je ne peux pas l'appeler juif. D'accord, il ne peut pas appeler juif un territoire qui était palestinien il y a un siècle, et dont ils ont été chassés. Même le dirigeant palestinien le plus prêt à toutes les concessions possibles et imaginables ne peut pas accepter cela. Et lui, et sa police, enfin je parlais encore hier à quelqu'un qui revient des territoires occupés, sa police est, comme le dit Yuri Avneri, qui est israélien, c'est une police de Vichy, c'est une police de collaborateurs, c'est une police qui arrête les résistants dans les territoires occupés. Donc le type est complètement vendu, mais même ça, il ne peut pas l'accepter. Il n'est plus légitime, il n'est plus président, il n'est pas élu, son mandat a expiré, il reste au pouvoir en dépit de tout. Mais néanmoins, même ça, il ne peut pas l'accepter. Et personne ne peut l'accepter. Et si les Israéliens font ce genre de demandes, c'est parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont pas l'accepter. Mais tant qu'on n'aborde pas la question des réfugiés et la légitimité, on nie, si vous voulez, l'humanité de ces gens-là, et on crée, et à mon avis, aucune solution possible n'est envisageable tant qu'on n'aura pas abordé ce problème. Maintenant, il y aura peut-être une solution. S'il y a une solution, elle sera faite là-bas, pas par moi. C'est pas moi, un Nanterre, qui vais déterminer la solution. Mais je dis simplement, moi, je pense que ce problème est très profond. Et alors, par exemple, j'étais d'ailleurs avec Susan George il y a quelques années au Mali. Et j'étais très étonné de voir une fresque, enfin une statue, je sais pas, un monument, si vous voulez, où on voit cette figure du père qui protège son enfant, enfin cette photo qui a fait le tour du monde, où on voit un père qui protège son enfant, sur lequel tirent des soldats israéliens. C'est une photo qui a été contestée. Je ne vais pas discuter de la réalité, mais ça avait frappé qu'au Mali, où il y a des milliers de problèmes, il y avait cette solidarité avec le peuple palestinien, c'était marqué solidarité avec le peuple palestinien. Au Bangladesh, quand il y avait la guerre du Liban, ils ont inauguré un pont à qui ils ont donné le nom de Hezbollah, parce que le Hezbollah incarnait la résistance par rapport à Israël. Et donc, ça m'amène tout doucement à mon deuxième point, qui est l'importance du conflit. À cause de sa nature, c'est un conflit qui a une dimension symbolique et des effets à un niveau mondial que n'ont pas d'autres conflits. Ce que les sionistes disent toujours, c'est essentiellement pourquoi ne vous occupez pas d'autre chose que du conflit palestinien? Pourquoi il n'y a que le conflit palestinien qui vous intéresse? Regardez ce qui se passe au Darfour, ça c'est un de leurs thèmes préférés, au Tibet. Pourquoi vous ne vous occupez pas des Kurdes? Pourquoi vous ne vous occupez pas du conflit au Congo? Pourquoi vous ne vous occupez pas, etc., des droits de l'homme à gauche ou à droite? Alors il y a aussi des gens de gauche qui me disent, mais pourquoi tu t'intéresses tellement, pourquoi tu te focalises tellement là-dessus? Est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même plus important, lutter contre le capitalisme, la lutte des classes, etc. Bon. Alors je voudrais essayer de répondre à ce problème. D'abord, quand il s'agit de tous les conflits qu'on nous ressort tout le temps, en particulier le Darfour, etc., moi je suis tout à fait prêt à admettre
qui sont pires, mais évidemment, qui sont pires, enfin, qu'il y a des conflits avec plus de morts, qu'il y a plus de souffrances, qu'il y a plus, par exemple, dans l'Est du Congo, que dans le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est pas la question.